Salut à tous les friends, Joe, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup on va faire la passe de 3. Donc 3 semaines de suite qu'on sort des vidéos, ça me fait plaisir. Et voilà, vous remarquerez que c'est un autre décor, mais il n'y a toujours pas de décor. C'est toujours les murs de ma chambre. Si vous avez des cartes Panini d'un ancien temps, et si je mets comme ça, vous voyez la victoire de Guingamp en Coupe de France en 2014. Voilà, pour vous dire que j'ai un club de haut niveau quoi, qui a gagné plus de Coupe de France sur les 10 dernières années que l'Olympique de Marseille. Donc ça fait réfléchir. Voilà, c'était la petite intro. Et comment ça va, Ada? Comment tu vas? Bah écoute, ça va bien, ça va très bien. Le monde n'a jamais fait ça. 3 vidéos en 3 semaines. Ouais. Ma carrière Duolingo s'était arrêtée bien avant ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah écoutez, moi en parlant de décor, mon décor il est toujours bien blanc, mais ça arrive. Ça arrive fort là. Normalement il y avait un drapeau de la France là-bas, mais on l'a décroché, quelqu'un l'a décroché sans raison particulière, ça me fout le seum, mais j'ai pas réussi à le raccrocher depuis. Ouais. Mais mais voilà, aujourd'hui en parlant de France et de drapeau, on va parler de la trêve internationale. Trêve internationale qui s'est finie la semaine dernière, et bon, où les matchs ne furent pas si intéressants que ça, mais ce qui a été vraiment intéressant, c'est la quantité de blessures qui est arrivée pendant cette trêve pour des matchs sans grande importance en général. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cette trêve, Johan? Ben, la trêve, c'est quelque chose qui, tu vois, c'est toujours la même chose depuis qu'on est petit. Je tiens à dire nous parce que nous on a 15 ans et que plus ou moins dès qu'on a commencé à regarder le foot était beaucoup médiatisé, il y avait presque autant de matchs dans les compétitions, donc voilà. Par contre, là où ça change beaucoup, c'est la génération de nos parents. Nos parents, ils ont jamais vu ça. Ils ont connu des coupes du monde à 24, à 16, des euros à 12, donc des choses que... Voilà, la coupe du monde, elle va passer à combien? 48 en 2026, je crois. C'est ça. 48, c'est énorme, donc il y aura forcément de plus en plus de matchs en qualification, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, t'as les clubs qui sont obligés d'envoyer leurs joueurs en sélection. Et forcément, bah, il y a des blessures parce que les joueurs ils peuvent pas, c'est pas des robots quoi. Ils peuvent pas se permettre de jouer autant de matchs dans une saison. Donc il y a des blessures et les clubs ils sont bien embêtés. On peut le voir avec le Real Madrid, le Barça qui a perdu Gavi. Voilà, donc il y a plein de blessures, c'est très embêtant. Et même s'il y en a, bon, pour la plupart c'est pas très grave, mais 2-3 semaines, Zaïre Emery, il pourra plus jouer jusqu'à la fin de l'année. Donc forcément, il y a des petits problèmes comme ça et ça pose beaucoup de problèmes au club. Et il y a même des exemples de joueurs, je pourrais pas te les citer, mais j'avais vu ça dans un article. Je crois que c'était un joueur équatorien ou des choses comme ça, qui refusent, des clubs qui refusent d'envoyer leurs joueurs en équipe nationale parce que par peur de se faire blesser. Et donc voilà, c'est un peu voilà. Ouais, bah c'est des matchs qui pour moi, en fait, si tu veux avoir par exemple un Zaïre Emery, un Gavi, un Kamavinga, des joueurs qui sont extrêmement jeunes, qui sont vraiment au début de leur carrière, qui ont tout enfin pas qui ont tout à gagner, mais qui ont toute leur carrière devant eux, se blesser comme ça, Gavi, et je dis pas ça parce que je suis blessé vraiment là, c'est la vérité, Gavi qui se fait une rupture du ligament croisé antérieur, Kamavinga qui se blesse à la cheville, et tous ces trucs là alors qu'ils ont entre 19 et 20 ans, je trouve ça honteux. Tout ça pour des matchs sans grande importance en général parce que l'Espagne et la France sont déjà qualifiés. Oui. Et puis en plus c'est en plein milieu de saison, juste avant le printemps européen c'est très important pour ce genre d'équipe européenne en Ligue des Champions. Je trouve ça assez honteux. Les trêves internationales en plus ça propose en général un niveau de jeu. Bon, faut dire que à part France-Gibraltar 14-0, on s'extasie pas vraiment devant le niveau de jeu proposé durant ces trêves. Même la plus grande affiche de notre groupe c'était France-Pays-Bas. Bon, c'était pas exceptionnel non plus. Oui. Et puis faut dire ce qui est. On sait que l'intérêt de ces trêves c'est purement monétaire et en plus, comme l'a dit Griezmann, ils arrivent même pas à mettre de la goal line technologie dans tous les matchs malgré tout l'argent qu'ils se font. Je trouve que c'est n'importe quoi en vrai. Maintenant, on peut se dire, bah écoute,
comment tu veux que les équipes se qualifient, où est-ce qu'ils peuvent trouver le temps. Bah écoutez, moi je trouve que ce qui serait bien, ce serait comme a fait la Ligue 1, de réduire un peu l'effectif, enfin le nombre d'équipes dans leur championnat. Donc ça réduirait les journées jouées par les joueurs et ça permettrait de gagner un mois où tu pourrais faire du pur qualification, que ce soit pour la Coupe du Monde, que ce soit pour la CAN, que ce soit pour les championnats asiatiques pour ceux qui regardent. Et ça serait je trouve ça donnerait une ambiance un peu internationale, un peu à la Coupe du Monde, tu vois. Bon, ça aurait pas le même niveau de jeu, loin de là, mais je trouve que ce serait un peu plus intéressant que mettre des trêves que personne regarde et dont tout le monde attend la fin avec impatience, tu vois. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi je suis hyper d'accord avec toi et j'ai un parallèle assez sympa qui parlera à certains membres de notre petite communauté. C'est le parallèle Inazuma dans la saison 3. Donc t'as des qualifications dans toutes les régions et c'est des qualifications qui sont juste avant la Coupe du Monde. Et ça me paraît intéressant. Enfin, la Coupe du Monde, c'était la Coupe du Monde dans Inazuma, mais pour l'Euro, ça peut être pareil. La Copa América, bon, c'est pas vraiment... Ouais, la Copa América, c'est une sacrée honte aussi, hein. Parce que ils sont 10 dans leur continent, là, et ils jouent des tas de matchs. Je crois qu'ils font 2 matchs aller-retour à chaque fois, comme en Europe, bien sûr, mais bon... ils ont pas besoin de jouer autant de matchs, d'autant plus que... Ils sont tous qualifiés quasiment en Amérique du Sud, c'est hyper bizarre. Donc, à la limite, tu pourrais prendre les gros pays et laisser des qualifications avec des petites nations. Bon, après, je suis pas monsieur football, j'essaye de donner mon avis, mais bon, voilà, je peux pas réguler ce qui se passe en Amérique du Sud, en Europe, mais ouais, moi ça me paraît intéressant ce que tu as proposé en début de vidéo et ouais, bah, franchement, ça me paraît pas mal. Ouais, et bon, on va passer un peu sur ce qui est important quand même dans ces trêves internationales. On va voir quelles équipes se sont qualifiées pour l'Euro. Ouais. Alors, on va passer vite fait, on va survoler un peu les groupes. Groupe A, c'est Espagne et Écosse qui sont qualifiés. Ah ouais. La Géorgie jouera les barrages parce qu'avec le nouveau système de Ligue des Nations, il y a un système barragiste. Ouais, c'est ça. L'Écosse qui surprise du groupe avec un Scott McTominay qui a vraiment porté son équipe. Et la Norvège d'Erling Haaland qui va manquer son 3e tournoi international sur 3. Quand est-ce qu'Erling Haaland va pouvoir prouver sa valeur dans des grands tournois internationaux? J'attends ça avec impatience parce que s'il manque la prochaine Coupe du Monde, sa prochaine occasion ce sera l'Euro 2028. C'est dans 4 ans, 5 ans. Je trouve ça assez compliqué pour lui. Et puis quand on sait à quel point les compétitions internationales sont importantes pour les récompenses individuelles, je trouve c'est triste. Et puis la Norvège qui n'ont pas une équipe dégueulasse non plus, hein. Ils ont un Erling Haaland, ils ont des Odegaard, ils ont des joueurs comme ça. Je trouve que c'est un peu dommage pour eux de rater leur qualification comme ça contre une Écosse qui proposait un jeu certes séduisant mais pas sans faille non plus. T'en penses quoi? Je suis hyper d'accord avec toi, d'autant plus que l'Écosse ils sont largement devant la Norvège, hein. Ils ont 17 points, la Norvège en a 11. Et l'Écosse, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'Écosse, ils avaient un Scott McTominay énorme. Je crois qu'il a mis 8 buts en 8 matchs ou 7 buts en 8 matchs, un truc comme ça. C'est fou pour un milieu défensif. On sait qu'avant il jouait buteur, mais maintenant il est devenu milieu défensif. Il est hyper offensif, hyper défensif. Moi franchement c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je sais qu'il a été beaucoup critiqué, beaucoup moqué. Mais moi j'aime beaucoup Scott McTominay, du coup qui amène son Écosse en qualification. Bon, l'Espagne je vais pas en parler, hein, ils se sont baladés dans ce groupe. Et la Norvège et Chypre, la Géorgie et Chypre, pareil, on s'attendait pas à ce qu'ils se qualifient, même si la Géorgie ils ont Kvaratskhelia et Mikotadze, mais bon c'est un peu tout quoi. Ah si, il y a le gardien Mamarashvili qui est pas mal, mais bon ils ont pas la consistance. Par contre la Norvège, comme tu l'as dit, ouais c'est inquiétant parce que ils ont Haaland, ils ont Odegaard, Ryerson qui joue à Dortmund, donc ils ont El Younousi, c'est pas des hyper grands joueurs, mis à part pour Haaland et Odegaard. Ils ont Sorloth aussi de Sociedad. Ils ont pas mal de bons joueurs, tu vois.
Et ouais, qu'il fasse que 11 points dans ce groupe, c'est... Alors, comment je pourrais dire ça? C'est que Haaland, je suis la première personne à le défendre. C'est le meilleur joueur de première ligue, le meilleur joueur du monde, tout ce que tu veux, meilleur buteur du monde. Je dis premier qui dit qu'il méritait son ballon d'or, mais le problème c'est que c'est un finisseur. Il peut pas créer un jeu et de jouer avec lui, ça peut être difficile si tu n'arrives pas à le trouver. Et le problème c'est que je regarde pas les matchs de la Norvège, hein, mais j'ai vu que Espagne-Norvège. Ce que j'ai vu c'est que ils n'arrivent pas à trouver Haaland, mis à part sur les centres et les corners, tout ça, mais s'ils marquent pas sur tête, c'est très difficile de s'en sortir avec des buts dans le jeu pour la Norvège. Donc voilà, c'était un peu mon analyse pour ce groupe. Et je peux enchaîner directement sur le groupe B. Donc c'était la France et les Pays-Bas. Bon là, clairement, on savait que la France allait finir sûrement premier, que les Pays-Bas allaient finir deuxième. Hein. Il n'y avait pas vraiment de débat à ce niveau-là. On savait que Gibraltar allait finir dernier. Et voilà, après il y avait l'Irlande et la Grèce, mais bon, voilà, c'est deux équipes en dessous quand même de la France et des Pays-Bas. Et la France qui arrive pour moi, qui abordera l'Euro l'année prochaine avec un statut de favori. Je sais pas ce que t'en penses, mais je dis pas ça parce que je suis français, vraiment, pas du tout. Pour moi, ils seront favoris à l'Euro, hein, mais bon, comme à la Coupe du Monde, comme à l'Euro d'encore avant, l'Euro ils étaient bien foirés, mais pour moi ils sont favoris. Et j'ai peut-être à noter quelque chose, c'est que les Pays-Bas ils m'ont un peu déçu. Même s'ils font 18 points, hein, donc 6 victoires, 2 défaites, ils m'ont un peu déçu parce que leurs 2 défaites c'est contre la France. Et y a pas de match. Mbappé met 4 buts je crois aller-retour, ils se font tuer vraiment, donc voilà. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est ce que j'allais dire d'ailleurs. Les Pays-Bas, bon, faut dire ce qui est. Enfin, à l'aller, il y avait un problème d'intoxication alimentaire, je sais pas si tu te souviens. Et en gros, il y avait genre 5 ou 6 joueurs titulaires qui étaient absents. Après, bon, sur le retour, il y avait moins d'absence, mais c'est vrai que les Pays-Bas n'ont pas proposé un jeu exceptionnel. Nous, moi, j'avais le souvenir de leur Coupe du Monde 2022 qui était assez bonne, en vrai. Bon, pas exceptionnelle non plus, mais très très bonne. On se souvient du match contre l'Argentine qui, moi, m'a fait vibrer. Je me souviens, je regardais le match, le coup franc à la dernière minute, c'était assez exceptionnel. Ouais, et donc bon, malgré tout, ils sont les Pays-Bas, je pense que ces qualifications vont pouvoir leur donner un peu de temps pour remanier l'effectif, refaire un peu de stratégie. Et, c'est vrai qu'ils n'ont pas joué de manière exceptionnelle, mais je pense que je les attends pas en tant que favoris comme la France. Et pour moi les favoris pour l'Euro, c'est la France, l'Angleterre et l'Espagne. La France un peu au-dessus, je pense quand même, parce que l'effectif qu'il y a est suivi de très près par l'Angleterre. Mais je pense que les Pays-Bas sont un peu derrière. Et voilà, c'est ce que j'en pense. Après, bon, le reste du groupe, Grèce, République d'Irlande, Gibraltar, bon, la Grèce qui est barragiste, je pense qu'on n'a aucune surprise. Non, franchement, si je devais faire un classement, c'était exactement ce que je ferais. Et oui, c'est logique vis-à-vis des effectifs, mais ouais, pour parler des Pays-Bas, je pense qu'ils seront outsiders à l'Euro, ils n'arriveront pas favoris. Je vais enchaîner du coup avec le groupe C, qui était le groupe le plus intéressant, je trouve, parce qu'il y avait 2 grosses nations et l'Ukraine. Donc l'Ukraine qui a été un peu trouble-fête dans le groupe parce que ils sont barragistes, mais à la différence de but avec l'Italie. Moi j'ai regardé Italie-Ukraine, c'est un match hyper serré. Et à la toute dernière minute, pour moi, il y a penalty sur Modric. Et donc, s'il y avait eu penalty, bon après, je critique pas l'arbitrage, hein, mais s'il y avait eu penalty, l'Ukraine sera à l'Euro et l'Italie serait barragiste. Et si l'Italie était barragiste, je sais pas s'ils auraient pu aller se qualifier pour l'Euro. Donc, l'Italie très 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 bancale quand même. C'est ce qui s'est passé la dernière fois qu'ils étaient barragistes. Ouais, voilà, donc très bancale l'Italie. Et t'avais l'Angleterre qui, bon, je les aurais mis premiers pareil, enfin, je pensais qu'ils finiraient premiers, ils ont fini premiers. On fait un super Euro, un très grand Saka, un très grand Kane aussi, donc un très grand Bellingham aussi, mais franchement, ils ont une super équipe.
une super équipe, mais maintenant l'Angleterre, on dit ça depuis 2018 qu'ils ont une super équipe, donc ça va pas suffire à gagner un titre. Mais oui, aborder l'Euro avec un statut de favori, oui, pour moi, oui. L'Italie, bon, moi j'ai un ami italien, je pense que je l'ai assez vanné sur ça, mais en fait, non, pas assez, parce que bon, cette équipe, on a un Chiesa qui se réveille parce que l'Euro arrive. Je sais pas s'il va nous faire le même Euro que l'Euro 2021, Ouais. mais je pense que sans ça, l'Italie qui sont chapeau 4, il y a potentiellement, alors pour moi, le groupe de la mort possible, ce serait France, Danemark, Italie, Pays-Bas. Et l'Italie ne pourrait pas respirer dans ce groupe selon moi. L'Italie qui se qualifie chapeau 4. Bon, comme tu dis, l'Ukraine qui joue assez bien. Bon, toi, on sait que t'as ton chouchou, Mikhailo Modric, qui joue dans cette équipe. Bon, après, quand tu vois l'affiche de ce groupe, je pense que les qualifiés sont pas si surprenants. Non. Bon, il y a Italie, Macédoine du Nord qui aurait pu faire des flashbacks assez, Ouais, assez c'est vrai. désastreux. Mais bon, voilà, l'Angleterre et l'Italie qui sont qualifiés et l'Ukraine qui joue les barrages. Je pense que ça peut être une très bonne opportunité pour l'Ukraine qui peut jouer quelques bonnes cartes à cet Euro. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, on a à peu près tout dit sur ce groupe, mais ouais, l'Ukraine, moi j'espère qu'ils vont se qualifier parce que bah il y a mon petit Modric et j'aimerais bien qu'il performe, surtout qu'il joue pas à Chelsea, hein, un Pochettino. Donc voilà. On peut passer au groupe Ouais. D. Groupe D où la Turquie se qualifie devant la Croatie. Et la Croatie, bon, devant les Pays-Bas, l'Arménie et la Lettonie. Les Pays-Bas, pardon, Pays de Galles. Pays de Galles qui joueront les barrages. On a vu une Turquie qui se qualifie à 1 point devant la Croatie. Ouais. À la différence de but, ça aurait été la Croatie. Bon, un groupe assez serré pour la qualification en première place. Avec une Croatie qui avait fait une Coupe du Monde assez exceptionnelle aussi, où on connaît leur nerf d'acier qui leur permet de jouer les pénaltys jusqu'au bout, les prolongations jusqu'au bout et de quand même sortir vainqueur en général. Ouais. Bon, c'est aussi un niveau de jeu qui est plutôt pas mal avec un Josko Gvardiol qui est en pleine confiance avec Manchester City. Avec Luka Modric qui on sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Ouais. Mais voilà, moi c'est une équipe qui est assez bonne et bon, ils se sont qualifiés deuxième, mais ils sont qualifiés quand même. Je les vois bien faire quelques bonnes choses en Euro. Donc, qu'est-ce que t'en penses ? Bah moi je suis franchement d'accord. Honnêtement j'ai pas regardé le groupe, mais ouais, ce qui me paraît logique c'est que la Turquie, c'est la confirmation de leur un peu revenu sur la scène internationale parce qu'ils ont pas pu être à la Coupe du Monde, donc ça leur a mis un coup. Et du coup, ouais, qui se relèvent comme ça en étant premier de leur groupe D devant la Croatie, donc troisième à la Coupe du Monde, c'est un message assez fort. Donc ouais, pour moi, je vais pas vraiment regarder de match, mais oui, donc pour moi, si j'avais fait un classement au début des qualifs, j'aurais mis la Croatie en premier, la Turquie en 2. Bon, c'est les deux mêmes qualifiés, donc ça revient au même. Donc voilà. Ouais, je peux aborder. En fait, non, enfin, si. La seule chose dont je vais parler, c'est sur le groupe E. Donc, on a l'Albanie et la République tchèque qui sont premier et deuxième. Mais franchement, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas regardé vraiment le match. Ce que je peux parler, c'est la Pologne. La Pologne qui malheureusement pour Lewandowski, ne va pas faire d'Euro, à moins qu'il se qualifie au barrage. Mais enfin, même s'il se qualifie, c'est quand même une dinguerie. De finir avec 11 points dans un groupe où tu as la Moldavie, les îles Féroé, la République tchèque et l'Albanie, quoi. Donc c'est un peu une dinguerie, si je peux me permettre. Et en fait, ils ont le même problème que la Norvège, voire en pire. C'est qu'ils ont Lewandowski qui n'est pas un créateur. Et derrière, ton deuxième joueur, c'est Szczęsny, quoi, gardien, et Zelinski. Donc bon, c'est des bons joueurs, mais c'est pas des créateurs ou quoi. Donc il est un peu esselé en attaque et donc il peut pas vraiment faire grand chose, quoi, Lewandowski, notre pauvre Lewandowski. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, il n'y a pas grand chose à dire de ce groupe, encore une fois, ouais. Bon, l'Albanie qui se qualifie en premier, on voit, c'est un groupe où le deuxième, la République tchèque,
Ils ont un nul, une défaite, une victoire, un nul, une victoire sur les 5 derniers matchs. Ouais. Bon, c'est pas le groupe le plus régulier. Et la Pologne qui avait fait une bonne Coupe du Monde malgré tout et qui se retrouve maintenant en barragiste de l'Euro. C'est assez dommage pour Lewandowski, mais en fait pour moi c'est à peu près le même problème comme tu as dit que la Norvège, sauf que là où Erling Haaland est vraiment dans ses premières années, enfin pas dans ses premières années, mais tu vois qu'il est vraiment jeune et qu'il est vraiment fort et qu'il peut faire tout. Là on a Lewandowski qui est plus proche de l'âge de la retraite et qui n'a pas cette capacité vraiment de encore porter son équipe parce que bon il est assez vieux et on le voit avec le Barça maintenant. Bon, il n'a pas les mêmes résultats que dans ses années au Bayern, donc ça me paraît assez compliqué, mais les barrages risquent d'être plus intéressants que prévu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et voilà, on peut passer vite fait sur le groupe F, le groupe de la Belgique. Belgique qui a un peu survolé son groupe, un peu comme la France, sauf qu'avec une défaite, un nul, il me semble. Voilà, qualifié avec l'Autriche. Bon, oui, Belgique, Autriche, Suède, Azerbaïdjan, Estonie, je pense que c'est ce que j'aurais parié aussi. Rien de surprenant. Non, il n'y a rien de surprenant. Et voilà. Si, peut-être que la Suède est un peu moins forte que ce que j'aurais pensé, parce que même si c'est peut-être le classement que j'aurais fait au début des qualifications, l'Autriche est à 1 point de la Belgique seulement. Donc c'est un peu voilà, sachant qu'on a, j'ai envie de faire un peu un parallèle dessus, Lukaku, qui a battu le record de buts en une campagne de qualification, 14 buts, c'est vrai, franchement c'est énorme pour Lukaku, en plus qui est beaucoup critiqué avec ces dernières années, donc moi ça me fait plaisir. En plus bon, je serais censé pas l'aimer puisqu'il a flop à Chelsea, mais bon, j'ai vraiment rien contre lui, et voilà, ça me fait un peu plaisir quand même qu'il se relance, ça fait plaisir. Donc voilà. On peut survoler vite fait le groupe G, Hongrie, Serbie, Monténégro, Lituanie, Bulgarie. Le groupe qui est le moins séduisant selon moi en vrai. Bon, Hongrie. Ouais, Hongrie et Serbie qui se qualifient. Je trouve la Hongrie qui fait une assez bonne qualification. Une assez bonne qualification avec 18 points. Je pense qu'elle peut être intéressante pour cet Euro. Bon, la Serbie qui est un peu en doute, mais qui pourrait. Je les vois pas vraiment faire grand chose pour cet Euro. La Serbie, non, clairement pas. Pour moi, il n'y a pas vraiment de qualité dans l'effectif. Il y a Vlahovic qui est bon, mais si, Vlahovic tout seul, ça fera pas grand chose à mon goût. Par contre, la Hongrie que je trouve plutôt bonne avec Szoboszlai. Szoboszlai qui fait une super campagne de saison. Je sais pas si t'as vu ses buts un peu sur TikTok ou des trucs dans le genre. Mais ouais, il a mis des vrais beaux buts. En plus, il est très bon avec Liverpool. Donc ouais, ça me paraît intéressant. La Hongrie qui sera une bonne petite nation à l'Euro. J'espère qu'ils passeront les poules en tout cas. Voilà, le groupe H. Tout ce que j'ai à dire sur le groupe H, c'est que la Slovénie fait des hyper bonnes qualifications. Ils sont premiers ex-aequo avec le Danemark. Ils perdent ils sont deuxième juste parce qu'ils ont perdu contre le Danemark à l'aller au retour, mais ils font une super bonne campagne. Et le Danemark aussi avec un très bon Højlund qui a mis 7 buts je crois. Donc ouais, c'est bon, mais bon, c'était à peu près ce qu'on attendait sur ce groupe. Bon, je vais parler vite fait de Saint-Marin qui ont marqué 2 buts. Il me semble 2 buts en 2 matchs. Il me semble que c'était pas arrivé depuis la fin des années 90. Donc c'est un parti drôle parce que sur Twitter, faut savoir que y a des comptes qui prennent un peu les petits pays frontaliers comme ça et qui font un peu des blagues comme ça. Moi, je trouve ça assez drôle. Bon, voilà, comme tu as dit, Danemark et Slovénie qui survolent un peu le groupe. Et bon, le Danemark qui est une équipe assez bonne en général, qui a complètement raté sa Coupe du Monde 2022, mais que je vois bien avec Højlund, un certain renouveau, que je vois bien faire quelque chose. Je suis d'accord avec toi, je le vois bien faire quelque chose, encore une fois comme la Hongrie, je pense, qui passeront les poules et qu'après ce sera un peu plus compliqué, mais ouais, on verra. Le groupe I, j'ai à peu près rien à dire dessus. Peut-être que la suite, ils sont très mauvais, je trouve, comparé à il y a 2 ans.
sont pas bons, parce qu'ils font 17 points, ils finissent deuxième, largement derrière la Roumanie. Bon, la Roumanie, c'est la Roumanie, hein, c'est pas Madrid, quoi. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur ce groupe. Ouais, et bon, maintenant, on va passer au groupe de Cristiano Ronaldo Coach. du Portugal. Portugal qui fait la seule qualification parfaite avec 10 victoires, 30 points. Bon, Cristiano Ronaldo qui a toujours été là, toujours été présent pour marquer les pénaltys. Allô qui était. Allô Ouais. Je vais reprendre la main, Ouais. je pense, sur le groupe, parce que j'ai entendu un avis désastreux d'un footix fan de Pepsi. Donc le Portugal, qui tout à l'heure, toi t'as dit que tes favoris, tu voyais que c'était l'Angleterre, la France et l'Espagne. Et bah pour moi, t'en as deux qui se dégagent, c'est la France et le Portugal. Parce que le Portugal, ils ont fait une vraie campagne, même s'il n'y a pas de grosse équipe, attention, il n'y a aucune grosse équipe avec eux. Et la France, bah du coup j'ai déjà dit pourquoi. L'Angleterre, très bon aussi, donc on en a parlé, mais je sais pas, j'ai un problème avec eux, je les aime pas trop, c'est des Anglais. Mais en plus, bon, ça fait quelques années qu'ils arrivent, enfin, ça fait depuis 66 qu'ils n'ont pas gagné de trophée, hein, mais dire qu'ils sont bons et qu'ils n'arrivent pas à gagner de trophée, ça fait depuis 2018, donc voilà. Et toujours le GOAT, 10 buts en 10 matchs, donc simply the best, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, un petit mot pour Ronaldo qui a toujours été là pour marcher contre les Bon les gars, je crois que contre je vais le quitter la Luxembourg. vidéo, c'est terrible. Non mais tu fais l'outro, Ouais, bah écoutez, sur ce, on va partir sur ces grands mots. Cristiano Ronaldo contre le Liechtenstein, ça bat des records. Et Messi, Voilà, contre personne, Et c'est... donc, Si Messi... Viens, on parle de Messi un peu pour clôturer la vidéo. Les qualifications Argentine, Ah tout ouais, ça. ah ouais, pourquoi quand Ugarte, il fait... je trouve que c'est très grand ce qu'il a proposé Ugarte. C'est très très grand. Parce que Messi quoi commence Niveau quoi à Explique un peu ce que étrangler tu- les ce que tu veux dire. joueurs et tout. Non, Messi, c'est pas quelqu'un de bien. Donc sur ce, les gars, je vous demanderai juste de vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir à nous deux. Mettez un Ouais, et like. puis lisez la description de la vidéo. De la Ouais, chaîne, de la chaîne. plutôt. Lisez la description de la chaîne et vous comprendrez tout. Sur ce, mettez un like, abonnez-vous et Bye bye. activez la cloche. Au revoir.